Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 208 voix pour, 107 contre. Les sénateurs votent le projet de loi interdisant le cumul des mandats, mais en s'excluant du dispositif. Les radicaux de gauche, l'UMP, de nombreux centristes et des socialistes se sont prononcés pour cette nouvelle version contre l'avis du gouvernement. Tous les détails et l'analyse dans ce journal en grande partie consacré à ce texte. Passer des paroles aux actes. Les écologistes attendent des résultats concrets de la conférence environnementale qui s'ouvre demain. François Hollande et Jean-Marc Ayrault devraient leur apporter quelques gages sans toutefois donner l'impression de céder à leurs alliés verts. Décryptage à suivre avec nos chroniqueurs Stéphane Rosès et Jean-Luc Gombaud tout à l'heure. Bamako célèbre son nouveau président. Ibrahim Boubacar Keïta a été investi aujourd'hui lors d'une cérémonie populaire en présence de chefs d'État, dont le président François Hollande, qui a déclaré devant près de 50 000 personnes « Nous avons gagné cette guerre ». Un accueil très chaleureux lui a été réservé. Image à suivre. Le projet de résolution à l'ONU sur les armes chimiques syriennes se prépare dans la douleur. Paris, Londres et Washington tentent de faire bouger les lignes pour inscrire la possibilité d'une éventuelle intervention militaire si Damas ne respecte pas ses engagements. Mais Moscou et Pékin campent sur leur position et à l'instant, François Hollande se déclare pour des livraisons d'armes contrôlées aux rebelles. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. 208 voix pour et 107 contre. Les sénateurs ont donc voté tout à l'heure le projet de loi interdisant le cumul des mandats, mais en s'excluant du dispositif. Le texte défendu par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a été modifié par un amendement donnant la possibilité aux sénateurs d'exercer une fonction exécutive locale, à la différence des députés. Le Sénat gagne ainsi une manche contre le gouvernement, mais ce dernier n'entend pas céder. Retour sur le vote avec Jérôme Rabier. Le Sénat a adopté le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur. Ils ont voté oui à une large majorité, mais pas vraiment comme le gouvernement l'aurait souhaité. Les sénateurs s'accordent une exception et pourraient donc continuer de cumuler si le texte était adopté dans les termes de la Haute Assemblée. Une victoire pour les opposants au non-cumul des mandats, qui se félicitent même d'avoir apporté des avancées au texte. Désormais, si l'on suit la position du Sénat, les sénateurs pourront exercer une fonction exécutive locale et une seule, donc il y a de nouvelles restrictions sur le cumul des mandats, et pas d'indemnité pour les mandats locaux que les sénateurs pourraient être amenés à exercer. Côté défenseurs du non-cumul, on tente de digérer la défaite annoncée de longue date. Et au Parti socialiste, qui s'est divisé sur le sujet, on se rassure comme on peut en faisant le décompte des votes. Dans le groupe socialiste, pour être très clair, il y a 69 sénateurs qui ont voté contre le cumul des mandats. Il y en a 31 qui ont voté pour qu'on maintienne le cumul des mandats, 8 abstentions, 20 non-participation au vote. Donc vous voyez que dans le groupe socialiste, il y a une majorité nette pour suivre le gouvernement. Un gouvernement qui a rappelé qu'il souhaitait revenir sur cette exception que les sénateurs se sont accordés. La bataille gagnée aujourd'hui par les adversaires du non-cumul pourrait donc être de courte durée. Voilà, et on va s'intéresser à présent au dessous de ce vote. Partisans et opposants du texte ont débattu dans une vive ambiance. Les pour estiment que le texte ainsi amendé a été dénaturé. Pour les adversaires du texte, au contraire, le Sénat, représentant des collectivités territoriales, a fait entendre sa voix et ses différences. On écoute les différentes, justement, réactions dans l'hémicycle. Je considère que le Sénat a une place particulière dans le bicamérisme et que cette place particulière lui est donnée par la fonction de représentation des collectivités territoriales. Et je considère que c'est affaiblir le Sénat, mais j'ai le droit de le penser, et je le dis comme je le crois, le fait que des grands élus ne puissent plus demain siéger au Sénat. Et le Sénat, en construisant un texte qui limite les mandats à un seul mandat exécutif, quand on est parlementaire. Le Sénat a fait preuve de progrès, de modernité, conformément à ce que nous soutenions depuis longtemps. On s'en prend à la représentation nationale, présentée comme des profiteurs, des personnes qui vivent davantage, qui ne cherchent qu'à
augmenter, accroître leur pouvoir. Ce risque, vous l'avez pris et vous n'en êtes pas, à mon avis, à la veille des retombées que vous allez observer. Les explications de vote, d'abord, je n'ai pas à y répondre, et puis elles ne sont pas achevées. Je souhaitais uniquement remercier chacun d'entre vous par rapport au débat et aux discussions que vous avez menées, avec des accords qui se sont affirmés entre le gouvernement et une majorité de la Haute Assemblée. Cela n'enlève rien, encore une fois, au respect que le gouvernement a vis-à-vis du Sénat et au rôle que nous considérons sortira renforcé par le texte de loi que nous avons présenté. Et maintenant, quelle suite pour ce texte? Eh bien, du côté du gouvernement, la page est tournée puisqu'il ne compte pas céder le moindre pouce de terrain sur son projet. Le processus législatif est ainsi fait que l'Assemblée a le dernier mot. Mais reste un espoir pour les sénateurs opposés au texte. Il s'agit du Conseil constitutionnel. Les explications de Nathalie Guilloire. Malgré les échanges musclés au sein de l'hémicycle, malgré l'opposition de la majorité des sénateurs, cette loi a de grandes chances de voir le jour dans la version de l'Assemblée nationale. Car le Sénat n'a pas la main sur la finalité du texte, selon le constitutionnaliste Didier Mauss. D'un point de vue strictement constitutionnel, il n'y a pas de difficulté à ce que l'Assemblée nationale vote seule cette loi sur la limitation du cumul des mandats, mais il faut une majorité absolue de députés. Le texte passera donc par une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs, où le consensus sera difficile à trouver. Le dernier mot serait alors donné à l'Assemblée nationale, mais dans tous les cas, aucun risque d'anticonstitutionnalité pour Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Je suis tout à fait confiant. Bien sûr, il y a toujours des discussions juridiques, mais franchement, vous pouvez imaginer qu'on a pris beaucoup de précautions avant de l'écrire et de le proposer. Selon le ministre, la lecture définitive du texte sur le non-cumul des mandats aura lieu au mois de janvier. Et sur ce sujet, pour l'analyse politique, en notre compagnie ce soir, Perrine Tarnaud. Bonsoir Perrine. Alors, est-ce que c'est une fin de partie au Sénat ce soir sur ce texte? En tout cas, c'est la fin d'un long bras de fer entre les sénateurs et le gouvernement. Un bras de fer qui a commencé dès le lendemain de l'élection présidentielle, lorsque François Hollande a confirmé qu'il appliquerait son engagement de campagne, la fin du cumul des mandats. Alors longtemps, les sénateurs ont cru échapper à cette limitation du cumul. C'est François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat et proche de François Hollande, qui a incarné cette bataille pendant longtemps. Il s'appuyait sur l'article 24 de la Constitution qui stipule que le Sénat représente les collectivités territoriale. Et à ce titre, les sénateurs souhaitaient se créer un statut particulier, différent de celui des députés, et pour conserver tout simplement leur ancrage local. Mais l'exécutif n'a pas cédé, vous l'avez rappelé tout à l'heure. La seule avancée qui a été obtenue ces derniers mois, eh bien, c'est l'application de la réforme en 2017. Oui. Et encore, c'est surtout pour éviter qu'il n'y ait trop de législatifs partiels à l'Assemblée nationale. Alors bien sûr, la bataille se finira devant le Conseil constitutionnel. Des recours vont être déposés par des sénateurs. Mais le gouvernement a pris le temps ces derniers mois de consulter plusieurs avis juridiques importants pour éviter tout risque d'inconstitutionnalité autour du projet de loi. Cette détermination du gouvernement ces 2 derniers jours au Sénat, elle a été incarnée par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui défendait le projet de loi au Sénat. Il était inflexible, Manuel Valls, et du coup ça fait monter la tension dans l'hémicycle. L'ambiance était électrique avec les sénateurs, très remontés contre le cumul, très remontés aussi contre l'image que leur ont renvoyé les médias. Les sénateurs n'ont pas compris et pas supporté parfois de passer pour des cumulards qui ne veulent pas lâcher leurs privilèges, voire même des ringards, comme certains ont pu le dire, comme nous-mêmes, on a pu le titrer hier soir dans cette édition de 22h, mais avec des guillemets, car nous reprenions alors une formule ironique de Jacques Mézard, le président des Radicaux de gauche. Tout à fait, Perrine, et je précise que Public Sénat couvre et retransmet bien sûr l'ensemble de ces débats, parfois très vifs, vous l'avez rappelé, avec le double souci de la prise en compte de la pluralité des couleurs politiques et du respect des différentes prises de parole, le tout dans l'indépendance journalistique, bien sûr. C'est notre mission et notre rôle. La suite du 22h avec dans l'actualité à présent, les régions à l'honneur. L'Association des régions de France a tenu congrès aujourd'hui à Nantes et au cœur des discussions, une angoisse avec l'arrivée des futures métropoles. Les présidents de régions s'inquiètent de leurs éventuelles pertes de compétences et de la baisse des budgets. Les ministres présents ont tenté de les rassurer. On voit tout cela avec Cécile Sixou.
Arnaud Montebourg priait de se mettre à table. Au congrès de l'ARF, le ministre du redressement productif est venu rassurer. Les régions seront la pierre angulaire du développement économique français. Elles garderont bien leur ascendant sur les métropoles. D'abord, c'est la bonne taille, et puis eux ont une connaissance de l'économie, puisque c'est leur compétence. Donc, ce sont les régions avec qui nous allons nouer des alliances. Pourtant, ce matin, dans les allées du centre des congrès de Nantes, les présidents des conseils régionaux restent réservés sur la nouvelle métropole. En ajoutant une nouvelle strate au millefeuille, le gouvernement complique le partage des compétences entre collectivités. Je prends la région qui n'est pas la mienne, qui est la région PACA. Une métropole à Marseille, une métropole à Nice, une métropole éventuellement à Toulon. Qu'est-ce qui va rester au président de la région PACA? Il va lui rester les Hauts-de-Provence, les pâturages, les montagnes. Si on fait aujourd'hui des métropoles, eh ben, il faut définir le rôle des régions à côté. Autre source de mécontentement, les finances. Rigueur oblige, le gouvernement compte raboter les dotations des régions. Nous n'avons quasiment plus de marge de manœuvre. On n'a pas d'autonomie financière et l'État nous baisse les dotations. Donc dans ces futures responsabilités où la région doit être au cœur du dispositif de décentralisation, d'une organisation plus efficace de la décentralisation, eh bien les régions voient leurs moyens diminuer. Faire plus avec moins, une équation à laquelle ne veulent pas répondre les régions. Elles attendent le projet de loi de finances de cette année pour voir si le gouvernement les a entendus. Dans l'actualité également, Bamako qui célèbre son nouveau président, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi aujourd'hui lors d'une cérémonie populaire en présence de chefs d'État, dont le président François Hollande, qui a déclaré devant près de 50 000 personnes « Nous avons gagné cette guerre ». Un accueil très chaleureux lui a été réservé. On l'écoute. C'est quand le droit est bafoué, quand des femmes et des enfants sont massacrés, c'est à ce moment-là que la communauté internationale doit se lever et assurer la solidarité pour le droit et pour la reconnaissance des peuples. Voilà la leçon du Mali. On revient en France et c'est un rendez-vous très attendu par les écologistes. Demain s'ouvre la conférence environnementale. Les Verts en attendent des résultats concrets. François Hollande et Jean-Marc Ayrault devraient leur apporter quelques gages, sans toutefois donner l'impression de céder à leurs alliés verts. On en parle dans un instant avec Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, retour sur cette journée où il a été question de transition énergétique et plus particulièrement de rénovation thermique lors d'un déplacement de Jean-Marc Ayrault à Arras. On l'écoute. Au bout du compte, lorsque les travaux auront été faits, eh bien c'est une facture qui diminue de façon substantielle. Plus de 1 000 euros, peut-être 1 200, 1 300 euros par ménage dans une maison moyenne avec 2 ou 3 enfants. C'est donc du pouvoir d'achat. Les économies d'énergie, c'est de l'écologie, mais c'est du pouvoir d'achat en plus, mais c'est aussi de l'emploi en plus. Et en notre compagnie pour le décryptage politique, Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et pour l'analyse économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. D'abord Stéphane, on évoque le numéro d'équilibriste de l'exécutif demain lors de cette conférence environnementale. Le gouvernement va donner des gages à ses alliés verts, mais tout en faisant bien attention de ne pas montrer qu'il cède à leurs désirs. Oui, mais numéro d'équilibriste politique, on sait qu'un des dirigeants des Verts avait même pu faire une sorte d'ultimatum au président de la République, et en même temps on sent bien que derrière ces questions d'équilibre politique au sein de la majorité, il y a des questions de fond qui traversent le pays. D'abord, des questions économiques, on l'a vu dans le débat sur la transition énergétique, dont on va reparler lors de la conférence environnementale à partir de demain. Il y a des débats de fond sur le type de croissance qui attend la France. Est-ce qu'on peut retrouver les niveaux de croissance comme antérieurement, ou est-ce qu'on est sur des niveaux de croissance suffisamment faibles pour repenser à bon frais la question du type de croissance de demain? C'est un débat qui traverse évidemment d'un côté des associations environnementales, de l'autre le MEDEF par exemple, mais ça traverse même les entreprises, entre des entreprises qui actent que la France a un avantage compétitif sur ces questions d'énergie environnementale et d'autres qui sont beaucoup plus soucieuses aux questions de compétitivité de notre économie, parce qu'un des atouts de la France, c'est un prix de l'électricité qui est relativement bas. Donc vous le voyez, derrière la question des équilibres politiques, il y a des questions déjà
économique entre la question économique et la question environnementale. Et puis il y a une petite question sociale aussi. Si on taxe le diesel, on prend un tout petit peu à rebrousse-poil les catégories qui sont éloignées de leur lieu de travail. On parle par exemple des urbains qui ont pris du diesel parce que ça coûtait moins cher. Et si on aide les catégories à mieux se loger en termes de dépenses d'énergie, c'est pas forcément ces catégories-là qui sont compensées. Donc vous voyez, derrière le numéro d'équilibrisme politique, il y a une question économique, il y a une question sociale et sociétale, c'est véritablement un enjeu de société. Eh bien, sans transition, justement, les questions économiques avec Jean-Louis Gombault. Ce qui devrait être acté demain, Jean-Louis, c'est la contribution climat-énergie. Alors ça ressemble évidemment à un nouvel impôt. Alors dans ce débat actuel sur la pause fiscale, ça fait bizarre que le lendemain, le président de la République parle de cette contribution énergie. En réalité, ce n'est pas exactement un nouvel impôt comme l'était la taxe carbone de M. Sarkozy, qui était simplement un nouvel impôt. Là, il s'agit pour M. Hollande, il va restructurer l'ensemble de ce qu'on appelle la fiscalité verte, qui à peu près pèse 50 milliards d'euros en France, et il va lui ajouter sur chacun de ces impôts une dimension CO2, une dimension gaz carbonique. C'est-à-dire que plus le produit que nous utilisons dégage du CO2, plus il sera cher. Ça fera de la recette publique pour l'État. Dans une première année 2014, 400 millions d'euros. Mais ces 400 millions d'euros n'alimenteront pas le budget général. Ils serviront à financer, et M. Ayrault, sans parler d'ailleurs de la contribution énergie, y a fait mention juste à l'instant, par exemple les travaux d'isolation d'un certain nombre de bâtiments. Donc on peut parler de taxe verte dans la mesure où ça sert à l'écologie. Mais avec les années qui vont passer, 2015, notamment 2016, cette taxe carbone va augmenter, pousser en régime, et elle finira par apporter 4 milliards d'euros sans doute en 2016. Et cet argent ne servira pas à financer l'isolation, il servira en partie à financer les fameux actes de contrat compétitivité, impôt compétitivité des entreprises. Et donc, quelque part, on sort quand même compte de la logique écologique, parce qu'on taxe le CO2 et ça sert à financer la compétitivité des entreprises. Donc là, il y a un message là, qui est rebrouillé à nouveau. Il ne s'agit pas tellement d'une taxe verte, mais on dira d'une taxe vert pâle. Mais quand même, au moment où le gouvernement tente de communiquer tant bien que mal sur la décélération fiscale, le moment n'est pas très bien choisi. D'autant plus qu'aujourd'hui, on apprend qu'en 2013, il y aurait 1 million de contribuables supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que cette pause fiscale alors qu'on a plus de gens qui paient l'impôt? Alors il faut dire que, ça c'est un scoop ou une statistique qu'a sorti le quotidien économique L'Opinion ce matin. Alors qu'est-ce que c'est que cette pause fiscale? Alors il faut dire quand même que depuis 10 ans, le nombre de contribuables en France augmente. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire quand même que le revenu des gens augmente. Mais il a augmenté à peu près d'1 million à peu près en 10 ans, ce qui n'est pas mal. Mais en 2012 et 2013, la chose s'est accélérée. Pourquoi? Parce que M. Sarkozy a décrété le gel du barème de l'impôt, c'est-à-dire que votre revenu augmente, mais comme le barème reste au même niveau, ben évidemment une partie de votre augmentation de revenus bascule dans l'impôt. Et M. Hollande a confirmé le gel du barème. Alors en 2012, on a eu 900 000 contribuables de plus, et sans doute en 2013, on aura 900 000. Mais il faut savoir que quand vous payez l'impôt sur le revenu, une foule de taxes nouvelles arrivent, notamment la taxe d'habitation, et donc on va arriver sans doute vers 1 600 000 contribuables supplémentaires. Donc effectivement, les gens qui en ce moment reçoivent leur impôt et qui n'en payaient pas auparavant disent « mais qu'est-ce qu'on nous raconte ?» avec cette pause fiscale. Aspect économique, fiscal, social, sociétal, demain, c'est vraiment un numéro d'équilibriste. Alors demain pour la conférence environnementale, oui, absolument. Et puis pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis, sur la question de la fiscalité, il y a sans doute un double problème. C'est pour ça qu'encore une fois, Jean-Marc Ayrault a fait un tout petit peu de sale travail pour redire quand même la vérité en la matière. Du mauvais flic. Le rapport des Français à la fiscalité, il y a un problème de lisibilité entre les types d'impôts et les décalages
décalage dans le temps entre les annonces et les réalisations, mais surtout, les Français ne conçoivent la fiscalité qu'au service d'une politique. Or, souvent, les questions de fiscalité, les questions de ce type ne sont pas restituées dans une finalité. Et je trouve que de ce point de vue-là, le président de la République a fait une intervention très technicienne lors de sa dernière intervention télévisée et pas suffisamment mise en perspective sur le pourquoi demande-t-on tous ces efforts contributifs aux Français. Donc merci messieurs, restez avec nous. La suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé ce soir par Sophie Normand. Entre 1,2 et 1,6 million de nouveaux foyers sont entrés dans l'impôt sur le revenu en 2013, soit 10% supplémentaires. Information du quotidien L'Opinion. Un chiffre inexact selon le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. Pourtant, de son côté, le ministre de l'Économie Pierre Moscovici a laissé entendre que ces estimations étaient envisageables. Il y a sans doute un montant équivalent de Français qui rentrent... C'est-à-dire 1 million, 1,2 million. Peut-être. Dans le gel, dans le barème de l'impôt sur le revenu. Après le couac sur la pause fiscale, ces déclarations font de nouveau désordre à une semaine de la présentation du budget 2014. En panne, le contrat de génération. 6 mois après son lancement, seules 10 600 demandes d'aide ont été déposées, très loin de l'objectif de 75 000 signatures d'ici fin mars 2014. Le contrat de génération prévoit une aide financière pour les entreprises qui embauchent en CDI un jeune de moins de 26 ans, tout en gardant un senior de plus de 57 ans. Vladimir Poutine s'impose comme défenseur de Bachar al-Assad. Le président russe s'est dit aujourd'hui confiant. Son homologue syrien respectera, dit-il, ses engagements sur le démantèlement de ses armes chimiques. Au passage, il a qualifié de provocation habile l'attaque chimique commise le 21 août dernier dans la banlieue de Damas, dont les Occidentaux accusent le régime syrien. De quoi éloigner un peu plus la perspective d'un terrain d'entente entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour accoucher d'une résolution contraignante contre la Syrie. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain en a appelé à la Chine. John Kerry l'exhorte à jouer un rôle positif et constructif. La Grèce, sous le choc d'un crime néo-nazi, le meurtre d'un antifasciste par un militant présumé d'Obdoré, occupait ce matin tous les titres de la presse, partagés entre consternation et révolte. Cette formation à l'idéologie xénophobe et antisémite est accusée de multiples violences ces derniers mois. Dans un message spécial à la télévision, le Premier ministre grec a promis d'agir. Le gouvernement est déterminé à ne pas permettre aux descendants des nazis d'empoisonner la vie sociale, de commettre des crimes, de provoquer et de miner les fondements du pays qui a fait naître la démocratie. La suite du 22h et comme tous les jeudis soirs, on va clore ce journal avec la semaine d'actu tout en dessin croqué par Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette semaine de dessin croqué par Hervé Baudry. Jean-Luc Gombault, Stéphane Rosès, vous êtes restés avec nous. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine, de cette actualité chargée, intense? Stéphane Rosès. La question du cumul des mandats, c'est quelque chose d'assez compliqué pour l'opinion. C'est un gage de plus de démocratie. Et dans la réalité, quand on regarde la vie sur les territoires, oui. Souvent d'ailleurs, je prends par exemple les deux premiers, Michel Delbar et Jean Germain, sont deux excellents élus locaux qui sont en capacité de mettre en mouvement leur territoire. Et contrairement à ce que l'on pense, les études dans les assemblées montrent que
que ceux qui cumulent les mandats, c'est la question du métier politique, sont plus présents dans les assemblées que les autres. Ils vous écoutent ce soir. Jean-Louis Gombault, votre choix du destin de la semaine. Monsieur Fillon, Il y a deux personnes qu'on parle un peu trop vite cette semaine, sans doute lui et le Premier ministre aussi, son couac sur le report, enfin du moins la pause fiscale, et Monsieur Fillon sur son choix. Il veut faire une pause orale. Donc, on va suivre ces deux pauses. Les hommes politiques feraient de temps en temps des pauses orales, ce serait bon pour leur corps vocal. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault, merci Stéphane Rosès. C'est la fin du journal et je vous en rappelle le principal titre. Les sénateurs ont voté tout à l'heure donc le projet de loi interdisant le cumul des mandats, mais en s'excluant du dispositif. Le texte défendu par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a été modifié par un amendement donnant la possibilité aux sénateurs d'exercer une fonction exécutive locale à la différence des députés. Le Sénat gagne ainsi une manche contre le gouvernement, mais ce dernier n'entend pas céder. Voilà pour cette information. Tout de suite, on refait la séance présentée par Perrine Ternot qui revient en grande partie justement sur ce texte du non-cumul des mandats. Merci de nous avoir suivis. Belle et douce soirée. À lundi avec un grand plaisir.